Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Essence de Soi, un podcast dédié à la santé mentale ou encore au développement personnel et tout ce genre de sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la maladie, en l'occurrence de la maladie chronique, de comment vivre avec, quel est l'impact émotionnel du diagnostic. Petit trigger warning avant de commencer ce podcast, je vais aborder un tout petit peu le sujet des troubles alimentaires. Donc si c'est un sujet qui vous fait mal ou quoi, n'hésitez pas à quitter le podcast. Tout a commencé une journée, je me rappelle encore, c'était un dimanche, parce que chaque dimanche avec mes parents, on avait l'habitude de s'acheter des petites viennoiseries, des petits croissants. Et ce jour-là, je n'avais pas faim. Alors que de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Et ça ne passait pas, ça n'allait pas. Ça faisait déjà 2 semaines que j'étais malade, que je ne me sentais pas bien. J'avais été voir mon médecin et elle m'avait dit, écoute, tu as sûrement une gastro. Donc j'avais manqué l'école. Et je me suis pas fait plus de soucis que ça, en fait. Jusqu'au jour où, en fait, je réalisais que quand j'allais aux toilettes, donc voilà, quand j'allais à selle, il y avait des pertes de sang. Cependant, j'avais même pas 11 ans, donc on se demandait si c'était peut-être pas le fait d'avoir ces règles, mais finalement, c'était pas du tout ça. Et en fait, il s'avérait que c'était bien du sang dans les selles. Et en plus de ça, j'avais des terribles douleurs, donc voilà. Je me suis dit, écoute, là, c'est plus possible. Je me suis levée, j'ai fait mes affaires, j'ai dit à mes parents, non, je peux pas manger, je me sens pas bien, on part aux urgences. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, je ne le savais pas encore, mais c'était un petit peu le début du cauchemar, entre guillemets, puisque bah, j'ai quitté ma maison et je suis pas revenue avant 3 mois au moins, parce que c'est le temps qu'il a fallu pour diagnostiquer la maladie. Au début, les médecins ont pensé à une bactérie, ils ont pensé à plein de choses en fait, mais pas à cette maladie-là, ce qui fait que j'ai dû prendre des traitements antibiotiques, je suis donc restée hospitalisée, j'ai dû arrêter l'école. Je me rappelle encore que j'allais à l'école de l'hôpital, mais le plus difficile, c'était vraiment ces douleurs persistantes. Et puis voilà, il y avait quand même une fréquence assez élevée. Enfin, en gros, je devais aller plusieurs fois aux toilettes par jour, je perdais du sang. C'était vraiment, en fait, physiquement, mentalement, c'était douloureux, c'était éprouvant. Ma maman passait toutes ses journées avec moi. C'était dur aussi à vivre, puisque bah, j'avais un petit peu ce sentiment de, bah, en fait, je suis un fardeau. Pour mes parents, j'aurais pas voulu. J'aurais voulu être en bonne santé, j'aurais voulu être la meilleure. Voilà, je vous ai déjà parlé de mon aspect un petit peu perfectionniste, ce qui fait que bah, j'étais déçue de moi en fait. Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, et puis toutes les questions existentielles qu'on peut se poser quand on a 11 ans et qu'on a une maladie, et qu'on est hospitalisé, qu'on ne sait pas ce qu'on a. Du coup, voilà, le temps passe. Je vais aller assez vite là-dessus pour pas vous ennuyer, mais donc voilà, 3 mois d'incertitude, la vie à l'hôpital, le fait de regarder par la fenêtre, de voir la liberté et de se sentir emprisonné, d'avoir une voisine de chambre, des visites, des personnes qui apportent à manger. Et toi, t'es là, tu peux pas manger, t'es sous régime, t'as pas le droit. Tu dois éviter certains aliments puisqu'on sait pas encore ce que t'as. Et puis le ventre, c'est quand même, voilà, c'est quand même important. Et donc on peut pas se permettre de te laisser manger n'importe quoi. Donc t'as une frustration qui se crée, potentiellement des troubles alimentaires qui se fabriquent aussi. On en reparlera. Et donc voilà, après ces 3 mois, j'ai pu faire un examen qu'on appelle colonoscopie. Donc si vous voulez, on va voir, une gastroscopie également, on va voir dans l'intestin, dans l'estomac ce qui s'y passe. Et c'est là que, bah voilà, on découvre ma maladie. Et donc très rapidement, je découvre en fait ce que j'ai à travers une annonce assez, ma foi, hard en fait, j'ai envie de dire. Quel choc ça a été pour moi. Je pense que ça a été un des premiers réels chocs de ma vie. C'est assez triste, en fait je vais vous la raconter. Bah, tout d'abord j'étais sous anesthésie générale, donc c'était la deuxième fois que je me faisais opérer, j'avais eu juste une petite opération 1 an plus tôt. Et en fait, je me réveille de mon anesthésie, je vois mon chirurgien, mes parents sont là, tout va bien. Première chose qu'il me dit, ce chirurgien, ça me fera toujours assez rire parce que ça témoigne un petit peu de la société dans laquelle on vit, je dirais, comment est considérée la femme, où est sa place. Directement il me dit, j'ai 11 ans, je rappelle, ne t'inquiète pas ma chérie, tu pourras faire des enfants. Ah, comme si c'était ma préoccupation principale, j'ai envie de vous dire. Bon, bah écoute, je dis oui, très bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Moi, je pensais à tout, je me disais, bah quand même du sang, enfin, qu'est-ce que ça peut être? Et donc voilà, il m'annonce ça, et puis donc il m'explique la maladie, voilà, c'est une maladie chronique. Et là, en fait, il a des mots très crus. Donc, c'est quand même une réflexion que je me fais encore 10 ans plus tard. Je me dis, mais enfin, des médecins, chirurgiens, dans la section pédiatrie,
comment ils sont pas formés à la pédagogie, à la psychologie, comment ils ne peuvent pas être formés à comment annoncer un diagnostic. Enfin, littéralement, t'es en train de me dire que je vais avoir une maladie pour tout le restant de ma vie et t'as pas la délicatesse de savoir comment me l'annoncer. Bah, c'est quelque chose qui a été vraiment très dur pour moi, je l'ai vraiment, vraiment rejeté, puisqu'en fait, il m'a annoncé ça, je vous le dis plus ou moins au mot près, hein, mais il me disait en gros que, bah voilà, tu as une maladie chronique, c'est une maladie auto-immune, donc j'apprends un nouveau mot. Ça veut dire que ton système immunitaire s'est retourné contre toi, et donc que voilà, En gros, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est, ok, mon propre corps se retourne contre moi. Mon propre corps, ben, même à lui, je peux pas faire confiance. C'est vraiment ce que j'ai compris de mon petit cerveau de gamine de 11 ans, parce que, ben voilà, il a utilisé des mots assez forts, des intonations assez crues. Et puis aussi, le plus dur, ça a été la suite, hein, le traitement. Il m'a annoncé que je devais prendre des médicaments, dont de la cortisone. Et là, il a eu la bonne idée de me dire, maintenant, tu sais, c'est terminé. C'est fini. Plus de Quick, plus de McDo, plus de chips. Parce que si tu manges du sel, tu vas gonfler, tu vas grossir. Tout ça, c'est fini. Mais quand je vous dis qu'il me l'a dit comme ça, c'est qu'il me l'a vraiment dit comme ça. Et avec, vous imaginez bien, l'argument d'autorité, du fait que c'est un médecin, il y a vraiment une relation de subordination un petit peu. Enfin, comment dire, c'est juste que voilà, il était, pour moi, ça représentait presque la voix de la raison. C'est presque un stade en dessous de Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, pour moi, il représentait vraiment l'autorité. Et si l'autorité, le grand médecin me dit, voilà, plus de chips, sinon tu vas grossir, eh ben moi, c'est devenu en fait ma phobie, quoi. Et donc, c'est là que je vous dis que ça m'a créé des troubles alimentaires, puisque en fait, si vous voulez, je pense que j'ai pas accepté ma maladie et je me suis plutôt concentrée, j'ai rejeté toute mon attention sur le fait de ne surtout pas grossir. Puisqu'en fait, bah voilà, ma vie allait changer du tout au tout et je pouvais pas l'accepter, je pouvais même pas le considérer et je comprenais pas pourquoi mon propre corps se retournait contre moi et puis c'est un peu les mots qu'il a employés donc c'est vrai que c'est resté assez longtemps dans ma tête et du coup il y a eu un petit peu cette perte de confiance en soi et le fait de perte de contrôle aussi. Donc quand on est jeune, quand on est assez perfectionniste déjà de base, mais je pense que ça s'applique à un peu toutes les personnalités, quand on vous annonce que vous avez une maladie qui tombe du ciel, il n'y a pas forcément de gènes, il n'y a pas forcément d'hérédité, c'est vraiment juste vous et votre malchance. Et ben en fait, tu sais plus vers qui te tourner, tu peux pas... Enfin, tu peux pas te dire, oui, c'est la faute de... Non, il n'y a pas de faute, c'est comme ça, et donc tu perds un peu le contrôle, t'as plus le contrôle sur ta propre santé, sur ton propre corps, et puis de nouveau, je reviens là-dessus, mais ces mots ont été lourds vraiment lourds de sens pour moi. Me dire ton corps s'est retourné contre toi, je pense pas que c'est des mots qu'un médecin devrait employer, ma foi. Et donc, j'ai rejeté toute mon attention sur l'alimentation, puisque je me suis dit, ah bah voilà, ça je pourrais le contrôler. Et donc, je vais pas vous faire un dessin, hein, mais en vrai, après ça, alors que j'étais complètement malade, complètement affaiblie, que j'avais déjà maigri à cause de la maladie, puisque c'était assez difficile de manger, tout ce que je mangeais, je voulais le rejeter. Donc bref, c'était pas évident, hein, parce que voilà, ça tenait pas dans mon estomac, je me sentais toujours pas bien, voilà, j'arrivais pas à manger normalement. Et en plus de ça, je me suis rajouté ce trouble, qui fait que j'ai commencé vraiment à faire du sport en excès dès que je suis rentrée chez moi. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ma maladie, voilà, je suis rentrée à la maison. J'avais toujours pas encore repris l'école, fallait que je me stabilise. Je prenais mes médocs. Je me rappelle encore que vraiment c'était aussi un trauma pour moi. Les médicaments, ils étaient vraiment pas bons à prendre. Enfin, c'était des sirops. Enfin, c'était vraiment pas bon du tout. C'était horrible. Mais bon, du coup, à part ça, en fait, je me concentrais vraiment sur la nourriture, dans le sens que je pesais mes aliments, que je mettais des réveils la nuit pour faire du sport, des abdos, alors qu'on sait très bien que ça n'a aucun sens de faire ça. Je faisais aussi, je pesais, ouais, comme je vous l'ai dit, je pesais mes aliments, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais, je me pesais tous les jours. Et donc, en fait, j'essayais, c'était une façon pour moi de reprendre le contrôle sur mon corps et de dire non, ça je peux le contrôler, je ne grossirai pas. Parce qu'en fait, c'était déjà une épreuve tellement difficile d'accepter que voilà, j'ai une maladie, je suis différente, et j'avais pas non plus envie que ça se voie. J'avais pas envie que ça se voie sur ma tête, que oui, j'ai grossi, pourquoi? Parce qu'elle prend des médicaments, je ne voulais pas. Et en plus, voilà, le collège ou les secondaires, c'est vraiment une période assez compliquée, entre les moqueries, le harcèlement banalisé, qu'on a tous peut-être un petit peu vécu au final. C'était vraiment difficile de faire sa place et de se forger une personnalité dans la maladie. Et c'est un point essentiel, c'est une belle transition que je fais. En fait, vous n'êtes pas la maladie. Vous ne vous définissez pas, votre être ne se définit pas qu'à travers la maladie. Vous êtes plus que ça, en fait.
Et c'est important, je pense que c'est un amalgame qu'on fait directement quand on vient de se faire diagnostiquer finalement. On ne faut pas se réduire à ça. Il faut arriver à accepter que oui, ça m'arrive, ok, il n'y a pas forcément d'explication, mais je ne suis pas que ça. Et en fait, c'est pour ça, je pense que je me suis réfugiée dans le fait de ne pas vouloir grossir. Et d'ailleurs, je me rappelle encore très bien, mais de nouveau, c'est pour ça que je parle un peu de l'aspect psycho des médecins. On se pose des questions. J'allais chez mon médecin traitant et elle me disait: Ah, purée, incroyable, t'as maigri, t'as pas grossi, c'est rare, les gens qui prennent ce médoc, d'habitude ils grossissent. Enfin, vous voyez, elle me disait ça, c'est vraiment sur le ton limite de la félicitation. Donc, moi, évidemment, tu me dis ça, je ressors, mais remplie d'ego, super heureuse, waouh, je suis différente, j'ai accompli ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Et donc voilà, c'était un petit peu un cercle vicieux. Et de nouveau, ben voilà, les médecins, depuis petite, le médecin traitant avait toujours l'habitude de faire des commentaires. Ah, vous avez grossi. Ah oui, non, vous êtes sur la courbe haute. Enfin voilà, des choses que je pense pas qu'il soit nécessaire de dire à un enfant. Mais bon, on pourrait en parler des heures, hein, des médecins et de leur non-fibre psychologique. Mais du coup, voilà, c'est très important. Donc, si tu m'écoutes, si tu es une enfant de 14 ans, de 12 ans, de 10 ans, même de 20, même de 50, en fait, peu importe l'âge, c'est dur d'accepter sa maladie. Et je sais qu'au début, on passe par une phase de rejet, et je pense qu'elle est normale et qu'elle est peut-être même essentielle. Mais on passe par une phase d'acceptation par la suite. Et en fait, au plus vite vous l'acceptez, au plus vite vous acceptez que juste c'est pas la faute à un tel ou un tel. Et puis même quand bien même c'est une maladie héréditaire ou autre, enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter d'en vouloir à vos parents? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'en vouloir au monde, à Dieu pour les croyants, à l'univers, au karma? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À part se torturer, c'est aussi une question que j'avais abordée dans mon podcast précédent sur sur l'échec scolaire. C'est qu'en fait, les questions existentielles, elles ne servent un petit peu à rien dans ce genre de cas. Et je pense que dans tous les cas où il y a un problème ou autre, enfin, les questions existentielles, elles vous font juste faire du surplace, alors que vous êtes dans un moment où vous devez vraiment prendre votre courage à deux mains et avancer. Justement, les questions existentielles, elles vous maintiennent dans le passé, ou encore elles vous maintiennent, ouais, en fait, dans le passé, j'allais dire dans le présent, mais non, parce que le but dans la vie, c'est de vivre l'instant présent, bien sûr, c'est vraiment l'objectif de vie, personnellement, que j'essaye d'atteindre tous les jours. Mais donc ouais, non, c'est vraiment vivre dans le passé que de chercher des explications, parce qu'en fait, il faut juste savoir accepter que parfois, il n'y en a pas. Et ça vaut pour plein de trucs, même pour les relations amicales, les ruptures, ce genre de choses, les injustices. Parfois, il n'y a juste pas d'explication. Les gens sont parfois mauvais avec vous parce que juste, il n'y a pas d'explication, ils ont été mauvais, point. Il faut pas toujours chercher à avoir une justification. En fait, il faut arriver à se détacher de ce besoin de contrôle parce que c'est ce que ça cache. Ça cache un besoin de contrôle. Mais malheureusement, il faut accepter que la vie, elle est incontrôlable. Et si on essaye de tout contrôler, à ce moment-là, on sort plus de chez nous parce que vous sortez dehors, vous pouvez aussi risquer de vous faire écraser, vous maîtrisez pas votre voisin, vous maîtrisez pas les conducteurs. En fait, vous maîtrisez rien finalement. Donc à la fois, il faut penser comme ça, mais il faut pas trop y penser, sinon ça devient angoissant, je trouve. Mais donc c'est vraiment, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas juste votre maladie, d'accord? Ça fait partie de vous, mais c'est pas pour autant un trait de personnalité. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter au monde. Et ça, c'est quelque chose que je pensais quand j'étais plus jeune. Je pensais vraiment que je devais me présenter aux gens comme étant une telle, malade, alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui... Moi, j'ai un petit peu la chance où... En fait, ça dépend. Je sais pas si c'est une chance, parce que du coup, ça se voit pas. Et donc, cette maladie, bah, en fait, vous avez mal, vous vous sentez pas bien, mais ça se voit pas sur votre tête, vous voyez. Là où une autre maladie pourrait peut-être plus se voir et donc enfin, la compassion des gens serait peut-être plus élevée. Mais à la fois, je sais pas si on a vraiment envie d'avoir de la compassion quand on est malade parce qu'on n'a pas envie d'attiser la pitié en fait. Et je pense qu'il y a un amalgame qui est fait de la part du malade entre compassion et pitié. C'est que moi aussi, j'avais pas du tout envie que les gens s'apitoient sur mon sort ou me traitent différemment à cause de ça. C'était quelque chose que j'essayais de cacher. Pendant longtemps, je voulais pas en parler, je voulais pas. J'ai été voir des psys, etc. Pour le problème de nourriture et même pour le fait d'accepter ma maladie, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai rejeté pendant longtemps et que je viens à peine d'accepter alors que bah, ça fait 10 ans. Donc le chemin est long, hein. Tout ça, je vous dis pas du tout que ça va être facile, qu'il faut absolument l'accepter dans la seconde où vous l'apprenez. Non, c'est un travail. Et voilà, peut-être que si j'étais tombée sur un podcast qui expliquait comment accepter sa maladie, comment vivre, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir, parce que évidemment, si la petite fille que j'étais il y a 10 ans savait que j'allais travailler maintenant, faire des grandes études, etc., et même essayer d'aider les gens à travers des podcasts, bah, elle aurait pas du tout eu de crainte. Quand on nous apprend qu'on a une maladie, en fait, c'est vraiment l'inconnu qui arrive et on ne sait même pas de quoi demain est fait, puisque d'un sens, ça peut aussi s'empirer.
Évidemment, tout peut toujours s'empirer, donc on se demande, mais si mon corps m'a trahi une fois, il pourrait très bien me trahir une seconde fois. Et donc voilà, c'est vraiment, psychologiquement, il y a vraiment un impact très élevé. Le fait d'être différent des autres, puis même à l'école, on voit bien que, voilà, malheureusement, t'as loupé 6 mois de cours, les autres te regardent différemment, ils te demandent où t'étais, pourquoi t'étais pas là. Enfin, bref, ça amène toujours à des questions, il faut toujours se justifier, c'est vrai que c'est un petit peu pesant. Même parfois, les professeurs sont assez indiscrets. Enfin bon, j'ai pas non plus trop de mauvaises expériences, j'ai quand même réussi à réussir mes examens et voilà, donc ça va. Je sais que pour d'autres c'est encore plus compliqué que ça, donc je ne me plains pas. Mais c'est vrai que le regard des autres, la comparaison avec les autres, toujours, hein, vraiment, l'enfer c'est les autres. C'est. Enfin, quoique, l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est soi-même aussi. Parce que, voilà, je trouve que quand même, c'est bien de dire que oui, on se compare aux autres, mais le problème c'est pas les autres, c'est le fait de se comparer. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est en nous. C'est en nous qu'il faut le changer. Il faut pas rejeter non plus la faute sur les autres et voilà. Donc il faut. En fait, moi je pars du principe que quand vous voulez changer, vous améliorer votre vie, votre état d'esprit, etc. En fait, vous devez prendre la responsabilité des choses, de vos actes et en fait, il y a que vous qui pouvez changer les choses et vous pouvez agir que sur vous-même, pas sur les actions des autres, pas sur les paroles des autres, que sur vous, votre façon de réagir à ces paroles, votre façon de réagir à une situation. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler. Pour en parler, pour voir comment elles l'ont vécu, ça peut aussi vous rassurer. Et puis vous pouvez aussi chercher par exemple sur Google, sur Internet, quelle star, quelle personne connue a la maladie que vous avez. Et comme ça, vous pouvez voir son parcours. Par exemple, je sais pas, moi, Selena Gomez, je sais qu'elle a le lupus. Enfin, il y a plein d'autres stars qui ont le diabète, qui ont aussi, par exemple, la fibromyalgie, Lady Gaga. Donc voilà, vous voyez des stars, des modèles un petit peu entre guillemets hein, de société ou autres. Enfin évidemment, là j'ai donné juste des stars, mais il y a sûrement des présidents, etc. Hein, d'autres figures emblématiques qui ont du coup la même maladie que vous. Peut-être que ça va vous aider à relativiser. Et là, je parle à toutes les petites filles, à tous les petits garçons, même les grands enfants, peu importe l'âge. Voilà, je vous parle à vous, vous qui êtes diagnostiqué par une rectocolite hémorragique ulcéreuse ou même par la maladie jumelle, hein, la maladie de Crohn. Vous allez vous en sortir, croyez-moi, il y a des médicaments qui existent, la recherche elle évolue de jour en jour, et je sais de quoi je parle. Ça va aller, ok? Il faut un petit peu de temps pour trouver le bon traitement, c'est vrai. Il y aura probablement des rechutes, et ça je vous le cache pas, j'en ai fait quelques-unes, mais voyez plutôt ça comme, ok, je fais des rechutes pour savoir exactement quelle dose de médicament il me faut. Imaginez si vous étiez dosé avec vraiment full de médicaments, à une dose vraiment super forte, vous faites jamais de rechute puisque vous êtes surdosé. Mais dans ces cas-là, vous créez une accoutumance et vous prenez peut-être trop de médicaments par rapport à ce que vous deviez. Tandis que si on avait commencé crescendo, petit à petit les médicaments, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas et que vous rechutez, voilà, on ajuste petit à petit de sorte à ce que vous ayez le meilleur traitement possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas forcément voir la rechute comme quelque chose de négatif. Certes, ça fait mal, c'est horrible, et je sais que entendre ça, vous devez vous arracher les cheveux à dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, une rechute. Non, mais c'est aussi pour votre médecin, pour vos médecins, c'est aussi des expériences en plus pour savoir mieux cerner votre maladie, mieux cerner comment votre corps fonctionne. Donc essayez plutôt de voir la chose comme ça. Et en fait, je sais que c'est assez décourageant, mais je vous assure que vos études, vous les ferez. Vos passions, vous les ferez aussi, vous les vivrez. Vos voyages, vous irez dans ces pays-là. Moi, j'ai fait des choses où je pensais même pas que c'était possible. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce dont j'aimerais parler par la suite. En fait, le fait d'avoir une maladie, ça peut être perçu comme un fardeau, mais ce fardeau, il constitue aussi une force, en fait. Parce que, en fait, voyez ça comme une personne normale, elle marche dans la rue, voilà, elle marche, elle peut courir même, elle va super bien. Et puis, il y en a une autre à qui on a donné un gros sac à dos qui pèse 20 kilos. Purée, c'est difficile au début. Mais après, qu'est-ce qu'elle marche vite, qu'est-ce qu'elle marche bien, qu'est-ce qu'elle gère les montées. Il n'y a pas de souci pour elle, tu lui demandes de grimper des étages, elle grimpe, monter des escaliers, descendre, courir. Elle a la force, elle a le cardio, elle a le souffle, elle a les muscles, elle a la musculature. Parce que, en fait, un fardeau, un poids, c'est aussi une force, vous voyez. Moi maintenant, c'est vrai que j'ai souffert de ma maladie, j'ai été triste, je me suis posé des questions existentielles comme je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais à la fois, je vois rien non plus comme une perte de temps, puisque c'était mon chemin, c'était par là que je devais passer pour me rendre compte de certaines choses et peut-être pour arriver à où j'en suis aussi. Donc voilà, acceptez votre chemin, si ça prend plus de temps, c'est pas grave, il faut pas se comparer à autrui.
Moi, je vous dis ça, je viens à peine de l'accepter il n'y a pas si longtemps que ça, et ça fait déjà 10 ans au moins que je suis diagnostiquée, même 12 ans, pardon. Force. Mais vous verrez que vous arriverez à beaucoup de choses dans la vie, puisque vous avez déjà traversé le pire, hein, l'épreuve de santé. Je pense qu'il n'y a pas pire que la maladie, en tout cas à vivre pour soi, pour soi-même. Parce qu'évidemment, la maladie d'un proche, le décès d'un proche aussi, c'est des épreuves qui marquent, mais je pense que avoir mal dans sa chair, c'est vraiment une épreuve que je souhaite à personne, premièrement. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est que probablement vous en avez. Et je suis vraiment désolée pour vous, mais à la fois, je sais que ça vous aidera. Et je sais que ça a l'air absurde comme ça, mais quand vous traversez des épreuves aussi difficiles que des problèmes de santé, croyez-moi, vous êtes inarrêtable. Croyez-moi, votre motivation, elle ne fléchit jamais. Votre force, votre détermination à vous en sortir, c'est quelque chose que vous allez acquérir en fait à cause de cette maladie, mais qui vont vous servir pour toute votre vie. Par exemple, bah moi je vous parlais de ça un petit peu dans mon podcast précédent, la peur enfin l'échec en fait, l'échec scolaire. J'ai échoué, certes, mais je me suis relevée. J'ai jamais lâché pendant mes études. Il y a plein d'autres aspects de ma vie où je me suis toujours relevée. J'ai eu cette capacité, en fait, de me relever parce que, en fait, j'ai vécu le pire. Qu'est-ce que je peux vivre de pire qu'avoir une maladie à 11 ans et être clouée dans un putain de lit pendant des mois et des mois? Rien, en fait. À ce moment-là, rien. Il y a rien qui peut m'atteindre, finalement. J'ai cette force en moi, j'ai cette lumière, je m'en suis sortie. Je vis ma vie comme tout le monde. Et croyez-moi, au début, c'était pas facile. Croyez-moi bien, au début, j'osais même plus sortir de chez moi. Je devais à chaque fois, avant d'aller quelque part, j'osais même plus aller au centre commercial, faire du shopping ou autre. À chaque fois que je devais sortir de chez moi, je regardais est-ce qu'il y avait des toilettes, puisque j'avais cette crainte en fait. Ça me faisait peur de ouf de devoir aller aux toilettes, de me sentir pas bien. J'ai commencé à mettre plein de médicaments sur moi. Enfin, j'osais plus sortir sans les mains vides finalement et sans savoir exactement où j'allais. De nouveau, on revient un petit peu à cette thématique du contrôle, parce que je pense que quand on le perd, on essaye de le regagner par différents moyens, par différentes façons, que ce soit par la nourriture, que ce soit par ben voilà, l'hyper-contrôle, la maniaquerie si je puis dire. Ben, on essaye de le regagner d'une façon ou d'une autre, et ça, on pense au début que c'est pour nous rassurer, mais à force, vous comprendrez que voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé non plus. Après, d'un autre côté, quand on a une angoisse, il vaut mieux quand même aller se rassurer plutôt que de ne pas sortir par exemple. Donc je vous conseille tout de même que si vous avez peur de sortir parce qu'il va vous arriver quelque chose, renseignez-vous sur le lieu, est-ce qu'il y a un hôpital pas loin. Moi c'est ce que je fais avant de partir en vacances par exemple, genre quand je prends un hôtel, ben, j'essaye toujours de savoir un petit peu où je me situe, est-ce qu'il y a un hôpital pas loin. J'essaye de toujours préparer ma fiche médicale sur mon téléphone, mes médicaments, une liste de mes médicaments par exemple, puisque j'en prends quand même pas mal. Quoi d'autre? Bah, par exemple, bah, voilà, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose quand je sors, que j'ai mal au ventre, que j'ai mal ailleurs. Parce que, enfin, voilà, j'ai pas que ce problème de santé-là, malheureusement. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me prépare une toute petite sacoche que je trimballe dans tous mes sacs. Dès que je change de sac, bah, tout simplement, je mets ma pochette dans l'autre sac. Et du coup, ce petit sac, il contient plein de petits médicaments. Et donc, si vous voulez, ça me rassure parce que je me dis, bah voilà, s'il y a un problème, j'ai ma petite sacoche, je prends toujours une bouteille d'eau avec moi. Donc voilà, à partir du moment où vous vous armez aussi pour sortir et que vous vous donnez les moyens de combattre vos angoisses, bah vous allez réussir à les combattre. Et donc voilà, c'est un petit conseil que je donne. Mais donc voilà, ce qui peut aussi être utile, ce serait comme je disais plus tôt, parler avec des gens qui ont la même maladie et ça votre médecin il pourra totalement vous trouver des contacts de personnes qui ont la même maladie. Je me souviens plus si je l'ai fait d'ailleurs, mais je sais que ça m'aurait aidé si j'avais une meuf comme moi en face 10 ans de plus qui me dit écoute t'inquiète ma chérie tu vas réussir ta vie, bah j'aurais pas du tout stressé. Et voilà, donc aussi une chose à savoir, c'est que les gens ne sont pas dans votre corps, les gens ne sont pas censés savoir ce que vous ressentez. Je veux dire, c'est pas écrit sur votre front que vous avez une maladie. Parfois oui, mais voilà, dans le cas de la RCH ou de la maladie de Crohn, ça se voit pas forcément, à part en période de rechute où on peut effectivement maigrir un petit peu plus et donc les gens pourraient remarquer un amaigrissement. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse pour faire un rappel, ce n'est pas du tout ok de faire des remarques sur le physique des autres, de leur dire ah t'as maigri, ah t'as grossi, t'attends un heureux événement. Non, non, non. Pas de ça s'il vous plaît, c'est hyper toxique, arrêtez. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, c'est impoli. Bref, du coup tout ça pour dire que vous devez apprendre à communiquer avec les autres. Et en fait, si vous leur dites pas comment vous vous sentez, eh ben ils vont pas le savoir. Par exemple, moi ici, j'ai commencé à travailler, et donc forcément, j'étais méga stressée, peut-être que voilà, j'avais besoin d'aménagement, ou même pendant mes études en fait, genre peut-être que j'avais besoin d'aménagement et j'étais toujours dans mon coin pendant mes études. Je n'osais pas aller dire oui, j'ai une maladie chronique, le crier sur tous les toits. Résultat, bah, je me suis pas du tout facilitée, je vivais toujours dans l'angoisse d'aller aux toilettes, et pendant mes examens, j'étais limite concentrée plus sur ça qu'autre chose.
Et donc c'était un petit peu l'enfer. Et en fait, après 3 ans à l'UNIF, je me suis rendu compte que à l'université, que en fait, il y avait moyen d'avoir des aménagements spécifiques. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu passer mes examens dans un autre local. Et j'ai pu avoir même du temps additionnel, puisque quand on a une maladie chronique, invalidante, qui fait qu'on doit par exemple aller aux toilettes ou quoi, enfin en tout cas qu'il y a un risque, et ben tu peux perdre du temps à cause de ça. Et donc t'as le droit pardon, à un tiers-temps par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui existent, il faut juste aller chercher l'information. Et ça, c'est quelque chose dans la vie. Vos droits, ils vont. En fait, comme on dit, les droits, ça s'arrache. Je veux dire, il n'y a personne qui va vous prémâcher le travail. C'est à vous aussi de vous bouger. Et en fait, d'essayer de vous en sortir tout simplement. Et déjà, le fait que vous écoutez un podcast sur ça, ça veut dire que vous êtes motivé. Donc c'est hyper cool. Et keep going, vraiment, go. Je vous encourage à fond. Mais essayez toujours de chercher des solutions. Et je suis curieuse de savoir un petit peu en commentaire vos situations. Est-ce que vous avez pu trouver aussi du soutien, par exemple à l'école, à l'université, même au travail? Est-ce que vous avez pu bénéficier d'aménagement? Puisque normalement, c'est quand même un droit. Donc n'hésitez pas à arracher vos droits, à communiquer avec les gens. C'est pas une honte en fait, c'est une force. Voyez-le vraiment comme une force. Et les gens en face de vous, à part s'ils sont psychopathes, ils vont jamais se dire: «Ah, elle a une maladie chronique, c'est la honte». Non, les gens ils vont pas se dire ça. Parce que moi, pendant très longtemps, je me disais: mais voilà, c'est un truc qui touche quand même à la toilette et tout, c'est la honte, machin. Les gens ils vont s'imaginer que voilà, enfin, que je vais aux toilettes toutes les 5 minutes. Mais non, en fait, il y a que des gamins qui pourraient rigoler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des adultes, c'est pas des gens normaux qui vont commencer à vous pointer du doigt et rigoler. Ha ha ha, elle doit aller aux toilettes, elle a une maladie. Non, et il y a personne de normal qui fera ça. Donc vraiment, no stress. Et s'il y a des lycéens, des collégiens qui m'entendent et que, je sais pas, au collège ou quoi, on se moque de vous par rapport à ça, ils ont un gros souci mental et ça va pas du tout. Enfin, plaignez-vous. N'hésitez vraiment pas à en parler parce que c'est pas du tout ok. Et ces gens-là, même si vous voulez pas créer de scandale ou si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour les autres parce que ces gens-là, et même pour eux en fait, parce que ces gens-là, ils doivent se faire éduquer, ils doivent se faire remonter les bretelles parce que sinon, ils vous auront traumatisé vous et ils traumatiseront encore d'autres personnes et puis ils s'éduqueront jamais, ils auront des gosses et ils vont les éduquer n'importe comment parce que voilà, il y a des gens qui sont mal éduqués tout simplement. Donc vraiment, c'est important d'en parler, de dénoncer ce genre de choses. Et c'est comme je dis, si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres et pour peut-être leur future descendance. Et voilà, si ça peut vous motiver. Mais il faut toujours parler, il faut toujours se plaindre, il faut toujours arracher ses droits. D'explications à chercher en fait. Il y a rien de logique là-dedans, c'est la santé, on ne maîtrise pas encore tous les tenants et aboutissants du corps humain, ça j'en suis vraiment certaine. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment essayer d'en parler autour de soi, de toujours prévenir les gens, parce que croyez-moi, les gens quand ils sont au courant, c'est beaucoup mieux que quand ils ne savent rien. Et du coup, les gens, ils réagiront en conséquence. Si vous expliquez que vous êtes absent puisque vous êtes malade, ben, les gens, ils comprendront beaucoup plus facilement que si vous dites rien, que vous êtes souvent absent. Les gens vont se dire: mais voilà, c'est une fainéante, c'est un fainéant, il vient jamais travailler. Mais non, alors que si vous informez les gens, ben voilà, au moins ils sont au courant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Au début, je voulais tout gérer moi-même, je pensais que je pouvais tout gérer, mais en fait, non, on a besoin des autres, ok? On vit dans une société où, voilà, on a quand même besoin les uns des autres, on a besoin du contact humain, on a besoin de se soutenir, d'être solidaire. Et donc c'est pour ça que moi je vous encourage vraiment à rejoindre par exemple même des groupes de soutien, de toute façon de socialiser, de sociabiliser, de ne pas rester isolé. Votre maladie elle vous définit pas, vous avez des passions, allez les pratiquer. Vous avez des rêves, battez-vous pour les accomplir. C'est tout ce que j'ai envie de dire en fait. C'est comme ça que je vais conclure ce chouette podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé. Et n'hésitez pas à donner un petit peu votre ressenti en commentaire, expliquer votre situation. Bah, je serais vraiment ravie de le lire, de pouvoir même conseiller certains si je peux. Et voilà, s'il vous plaît, vraiment, prenez soin de vous. Chaque chose en son temps, chacun son rythme, d'accord? Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à vivre avec votre maladie du jour au lendemain et d'être la personne parfaite. Non, ça s'apprend petit à petit. Et les émotions, ça s'apprend aussi on apprend à les gérer. C'est vraiment des choses qui s'apprennent petit à petit et il faut vraiment être indulgent avec vous-même. Votre corps, il souffre déjà. Ne vous faites pas encore plus souffrir. Et en plus, au plus on garde des émotions négatives, de rejet, etc., au plus notre corps il aura du mal à guérir. Et ça, c'est quelque chose dont je suis persuadée. Et je pense aussi, et attention, c'est pas du tout un discours culpabilisant, attention, je pense aussi que les maladies comme ça, elles arrivent parce qu'on a peut-être négligé un petit peu notre corps dans le sens où, par exemple, je prends mon exemple, j'étais une enfant méga stressée. J'étais toujours vraiment stressée, pas bien, j'avais peur. Et on dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau et que toutes les émotions passent par là. Et donc finalement, quand j'analyse un petit peu, c'est pas tant incohérent que ça
de se dire que j'ai une maladie chronique de l'intestin. Parce que voilà, j'étais quelqu'un qui stressait, qui gardait beaucoup en moi, qui en avait lourd sur la patate, comme on dit, ou comme on dit pas, je sais pas. Mais du coup, voilà, tout ça pour vous dire que votre corps vous parle, vous avez des émotions, du stress, etc. Tout ça, ça a un impact négatif sur votre santé. Donc vraiment, si vous n'avez pas de maladie, prenez vraiment bien soin de votre santé mentale, parce que je vous assure qu'il y a des répercussions sur votre santé physique. Les deux sont liés, sont toujours liés. À chaque fois que je fais une rechute, me ressens pas très bien niveau santé mentale, et puis je me réen sors, puisque maintenant j'ai les outils, et que je me fais aider, etc. Et comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de vous faire aider, de discuter, de vous entourer, d'avoir un soutien psychologique auprès d'une psychologue s'il le faut, ou un psychiatre. Là, les symptômes dépressifs, etc., augmentent les risques de rechute. Ça prouve un petit peu tout. L'état d'esprit il est lié à l'état physique et inversement. Donc en fait, ça peut soit être un cercle vicieux, soit un cercle vertueux si vous arrivez à vraiment prendre soin de votre santé mentale, de mettre des choses en place pour pouvoir vous en sortir. Et je sais que vous allez y arriver et on y arrive toujours, puisqu'au final, voilà, regardez, je me donne un exemple comme ça, je suis pas l'exemple parfait, mais c'est pour vous encourager, comme ça au moins vous avez le discours d'une personne qui a vraiment vécu ça. Au final, j'ai eu certes des problèmes de santé mentale, de dépression, etc. Mais je m'en suis sortie au final, vous voyez, puisque j'ai trouvé la force, et la force elle était déjà en moi en fait. Elle était déjà en moi, et cette force je l'ai utilisée, je l'ai peut-être découverte réellement que lorsque j'ai eu cette maladie. Et elle m'a jamais quittée finalement, et elle vous quittera jamais en fait. Une fois que vous avez cette force et vous l'avez, elle ne vous quittera plus jamais. C'est une arme qui a normaux. Il y a des gens bizarres, mais il y a des gens normaux. Et les gens normaux, c'est des gens qui vont être dans l'acceptation, dans la bienveillance, qui vont essayer de vous aider, qui vont pas vous juger, qui vont être compatissants envers vous. Ça veut pas dire qu'ils auront pitié, mais qu'ils sont juste gentils et normaux en fait. C'est comme ça qu'on se comporte en société. Si demain vous voyez quelqu'un de malade, est-ce que vous allez rire de lui? Non. Les gens c'est pareil. Donc voilà, il faut pas trop chercher à interpréter, juste soyez sûr qu'on s'en sort toujours d'une manière ou d'une autre. Vous avez une force en vous, vous allez l'utiliser et vous allez vous en sortir. Ça va, donc voilà, c'est sur cette très belle parole que je vais vous laisser. N'hésitez pas à débattre en commentaire et à me raconter un petit peu votre histoire. Je serai ravie de la lire et de vous répondre. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et prenez bien soin de vous.